que moi je le vois au Sénégal, le niveau de violence qui immédiatement s'est appliqué sur les autorités nouvellement en place de la part des institutions internationales et du pouvoir économique et financier pour s'assurer qu'il y ait une continuité des politiques adoptées jusqu'ici, avec notamment tout de suite une pression financière qui a amené à la signature d'un accord avec le FMI, mais auparavant à la souscription d'un certain nombre d'instruments financiers avec l'aide de JP Morgan, si je me trompe pas, qui est particulièrement inquiétante et révélatrice de la faiblesse des marges de manœuvre qui sont à disposition du nouveau pouvoir. Il dit quoi le rapport du FMI, excusez-moi? Le FMI, en fait, on est dans une dialectique assez particulière entre les autorités sénégalaises et le FMI aujourd'hui, où les autorités sénégalaises cherchent à maintenir un lien avec cette institution. On fait le choix de ne pas rompre avec ces institutions néocoloniales, mais du coup sont soumises à un certain nombre de prescriptions imposées par ces instances et qui les ont amenées notamment après avoir fait un audit sur l'état réel des finances publiques, à énoncer un certain nombre d'admissions quant aux difficultés en termes de finances publiques, tout simplement, et à devoir adopter des mesures qui les empêchent en fait d'investir aujourd'hui dans les éléments fondamentaux qui permettraient à leur économie de se développer. C'est-à-dire que il n'y a à ce stade aucune mesure réelle qui n'a été prise pour développer l'industrie de la pêche nationale, pour investir dans la recherche et l'éducation, pour investir dans le secteur énergétique, notamment des énergies renouvelables qui sont une source d'autant plus importante qu'il y a une électrification partielle qui s'est beaucoup accélérée ces dernières années, qui avec justement le surplus de capacité de production de solaire en Chine par exemple, permettrait de récupérer à bas coût des capacités de production qui seraient relativement décentralisées et permettrait justement à tout l'arrière-pays de se développer de façon relativement autonome par rapport au flux de la mondialisation, à la fois en termes agricoles, mais aussi éventuellement à terme industriel. Et tout ce travail n'est pas mené parce que on cherche à les tenir étouffés sous la contrainte financière immédiate. Il ne faut pas se tromper sur le jeu de dupes que proposent ces institutions, c'est-à-dire avec des conditions apparemment alléchantes en termes de financement et ainsi de suite, c'est empêcher de dégager des marges qui permettraient en fait un véritable développement sur le moyen et le long terme. Donc cet asservissement, je vois pas de rupture aujourd'hui avec celui-ci. Et de façon générale, la contrainte est telle que j'étais très marqué de voir le président du Sénégal venir à 2 reprises à Paris dans les mois qui ont suivi sa prise de pouvoir et s'afficher avec un Emmanuel Macron souriant à la porte de l'Élysée, après avoir été reçu au Quai d'Orsay dans des conditions qui m'apparaissent parfaitement indignes, et sans prendre des mesures de rupture qui étaient pourtant promises et annoncées de longue date, de sorte que, y compris le Tchad, qui est quand même un régime en partie vassalisé à l'égard de la France-Afrique, a pu annoncer plutôt que le Sénégal le retrait des troupes françaises de son territoire. J'ai été très frappé par les images du président de la République reçu dans un petit salon du Quai d'Orsay où j'avais eu à exercer quand j'étais conseiller du ministre, à un niveau qui était insultant en fait à l'égard de ses fonctions et de son importance, avec dans mon souvenir un directeur d'administration à la même table que le président de l'État sénégalais dans cette salle qui a été qui est en fait une salle d'apparat, une salle à coucher à côté parce que l'hôtel du ministre du Quai d'Orsay, pour l'anecdote, avait été construit au XIXe siècle pour recevoir les dignitaires étrangers qui étaient à l'époque principalement des monarques. Et donc, c'était construit comme un palais. Donc, je me souviens, on n'était que 4 à y avoir accès lorsque j'étais au Quai d'Orsay. Donc, je passais mes soirées à me balader. Il y a une chambre d'eau tout en argent, une autre chambre d'eau tout en or, et des salles un peu comme ça où il y a des lits et ainsi de suite. Et c'est dans l'une de ces salles qu'a été reçu le président du Sénégal, qui n'aurait même pas dû être reçu au niveau ministériel. C'est-à-dire que déjà le simple fait d'être reçu au niveau ministériel était quelque chose. Et donc là, ce qu'on voit, c'est l'influence d'un appareil diplomatique sénégalais traditionnel, asservi, qui a prolongé les dynamiques de l'ancien régime et qui, quelque part, a mis dans cet étau l'autorité politique sénégalaise nouvelle, qui est censée incarner la rupture et qui n'a pas pu incarner la rupture
par défaut de préparation et d'ajustement de l'appareil étatique à l'égard de cette nouvelle donne. Et cela donne en fait des scènes qui sont inacceptables et à mon sens humiliantes. Et donc ces ruptures-là qui ne sont pas mises en œuvre à court terme parce que les contraintes justement d'un système encore persistant sont tellement puissantes, eh bien risquent d'obérer la capacité de long terme de ce pouvoir à émanciper son peuple et à honorer ses promesses. Et donc il y a une inquiétude évidemment à cet égard, mais aussi une leçon quant aux difficultés qu'il y a à véritablement provoquer une rupture lorsque l'on fait partie d'une région du monde qui était des plus exploitées, des plus soumises à cet ordre économique, de sorte que même la France aujourd'hui, qui est quand même la 8e puissance mondiale, se soumet largement au diktat non seulement financier, mais de l'empire états-unien. Alors imaginez-vous le courage qu'il faut, lorsque l'on est un État du Sahel, à prendre ce chemin qui nécessairement va passer par une mise en danger d'un certain nombre d'intérêts nationaux, mais aussi plus généralement de sa population. C'est-à-dire que c'est un risque que vous prenez alors que vous n'êtes pas certain de pouvoir l'emporter. Et on l'a vu, le prix payé par les populations maliennes, du Burkina Faso et ainsi de suite est immense du fait d'une tentative d'émancipation qui peut à tout moment encore échouer et pour laquelle beaucoup de personnes ont intérêt à ce qu'elle échoue parce qu'ils ne veulent pas de contamination aux autres États africains. Ils ne veulent pas que cela soit un signal envoyé comme quoi ce serait possible. Pourquoi est-ce que vous pensez que un système aussi puissant que les États-Unis fait tant d'efforts pour écraser et asservir Cuba? Parce que Cuba, comme Haïti, servent de contre-exemple à l'ensemble des territoires antillais et leur disent, de sorte que moi j'entends encore, quand je vais en Guadeloupe, en Martinique, même en Guyane, défendre un certain nombre de personnes qui luttent pour l'émancipation de leur peuple, des personnes dire, mais regardez Haïti, regardez Cuba, regardez ce que l'on perdrait. Sauf que s'il y a une véritable vague d'émancipation, ça ne sera pas, il n'y aura pas de possibilité de contention par l'Empire. Un État, oui, on peut essayer de l'écraser. Quand vous en avez 5, 10, 15, 20, à un moment, vous êtes obligé. Et c'est là où les autorités sénégalaises ont l'intelligence et de ne pas rompre avec l'AES et d'essayer quelque part de maintenir une forme de lien qu'ils n'ont pas pu maintenir au moment des cérémonies de Tiaroy, où on a noté que ces autorités ne se sont pas rendues au niveau de représentation auquel elles avaient été invitées, pour de nombreuses raisons, et une qui me semble légitime, parce que la France et les autorités françaises étaient invitées à s'exprimer, et étaient invitées à exprimer des regrets sur un sol qu'elles n'auraient jamais dû fouler. Parce que attendre une parole de la part de la France sur les tirailleurs sénégalais, c'est quelque part commettre l'erreur qu'ils ont eux-mêmes commis. Eux ont attendu des autorités françaises qu'on les reconnaisse et qu'on les traite selon les prédicats d'égalité que l'Empire français formellement prétendait respecter, dans la réalité ne respectait pas. Ce sont des personnes qui ont été massacrées parce qu'elles ont demandé à ce que les promesses de l'État français soient respectées. À quel moment on prétend leur rendre hommage en demandant, en espérant, en attendant de la France une quelconque parole? La parole de la France aurait dû être exclue de ces cérémonies. C'était la seule façon d'intégrer de façon définitive ces tirailleurs sénégalais à leur peuple, à leur terre. C'est les protéger de toute contamination de ces paroles qui les a menés à la mort. La croyance dans la parole de la France a amené les tirailleurs à la mort. Alors demander 80 ans après à la France de tenir une autre parole pour les reconnaître ainsi de suite, attendre de la France qu'elle les reconnaisse, c'est déjà se soumettre quelque part à la France. C'est déjà réactualiser l'erreur de cette erreur. Et ça, c'est une erreur idéologique fondamentale et dangereuse, et qui ne marque pas la rupture attendue d'un point de vue symbolique. Elle n'a pas été notée. Elle n'a pas été notée et cela m'inquiète parce que cela peut produire une forme de, encore une fois, on dirait que c'est rien, que c'est pas un problème. De toute façon, qu'est-ce que ça change au réel? Mais non, en fait, ça marque peut-être une absence de pensée sur cette dynamique qui, de façon plus large, peut emporter le Sénégal dans les suites d'une dépendance avec laquelle elle souhaite, de façon profonde, rompre. Parce que c'est le pays le plus jeune au monde, un des pays les plus jeunes au monde, avec une moyenne d'âge de 19 ans, qu'il est l'avenir du monde, ce pays. C'est l'avenir du monde. Et il a besoin de cette émancipation rapide qui fasse que cette jeunesse ne ressente plus le besoin de prendre le risque de la mort par la mer, par les airs ou par la terre, et qu'elle reste pour construire son pays et son État et sa prospérité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris nous-mêmes des risques, y compris vitaux, pour nous montrer à leur côté.